Il a trahi tout le monde. C'est le chemin un peu macroniste. Complètement. Il a peut-être plus trahi que Macron. Macron, il n'a trahi personne. Hein. Il est aussi beaucoup plus récent. Oui, il n'a pas encore. Le parcours de Macron, il est adoubé par quand même quelqu'un qui s'appelle François Hollande. Et qui. Dernier président de gauche. Oui. Entre guillemets. François, si tu nous écoutes. Mon ennemi, c'est la finance. Voilà. Ouais. Encore un beau sketch, ça aussi. Oui, après, la Noria, Attali et tous les lobbies bancaires ont poussé Macron, mais Macron n'a trahi personne pour en arriver là. Dès 2012, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, ensuite ministre du budget, puis après, il crée son propre parti. Un an plus tard, il est président. Où est le problème, quoi? Il a trahi Hollande, certes, mais il l'a trahi sans le trahir. C'est-à-dire qu'il est parti de la sphère Hollande. Sarkozy, lui, il a marché sur la tête des autres, c'est pas tout à fait pareil. Et surtout, moi, là où je lui en veux, mais vraiment en tant que flic, ce que je voulais vraiment développer, c'est qu'il a créé un fossé qui aujourd'hui existe encore. Et vraiment, j'avais un grand espoir dans l'élection de Hollande pour combler ce fossé. C'est le fossé entre l'institution de police et sa population. À partir du moment où il a voulu avoir une police offensive, qui n'était plus une police de dialogue, dans l'idée qu'en voulait Chevènement, il a créé une opposition frontale entre l'opinion publique, la population et sa police. On ne discutait plus, on verbalisait, on faisait des gardes à vue et si nécessaire, on cognait. C'était ça. Pour moi, elle est là la vraie fracture d'aujourd'hui, que nous vivons encore aujourd'hui. Et Macron surfe sur la vague, cette vague qui a été initiée par un certain Nicolas Sarkozy. Il faut vraiment se remémorer tous les discours de monsieur. Hein. Oui, on n'est plus dans une police qui est là pour être les gardiens de la paix. On est là devant... qui est à son service. C'est l'arme du pouvoir, l'arme physique et statistique. Il faut créer l'illusion que nous avons une police beaucoup plus efficace qu'avant et qui en plus est moindre dans sa quantité, mais qui produit beaucoup plus de chiffres qu'avant. Alors que, comme je le dis, je le répète et je l'assume, nous trafiquions les chiffres. On le faisait comment? Il faut savoir. Déclassification des délits, non-enregistrement de certaines plaintes. Il y a eu des tombereaux entiers de plaintes qui n'étaient pas enregistrées. Vous vous rendez compte de ce dont on parle? On arrivait à faire des tableaux d'élucidation. On ne va pas rentrer trop dans la technique statistique parce que ça ennuierait tout le monde peut-être, mais on arrivait avec un individu interpellé à lui mettre sur le dos 10, 15 délits. Donc ça augmentait le chiffre. Ça prenait. Ça rentrait dans les tableaux statistiques où tout à coup nous arrivions avec des chiffres du style de 150% de réussite. Taux de réussite, 150%. Aucun contrôleur qui se penchait sur les rapports. Mais tout le monde était complice, mon cher ami. De la tête aux pieds. Il a tenu le système. Il a corrompu le système. Comment? Par le jeu des primes. Primes individuelles, primes de groupe, primes de service. Tout ce petit monde a été acheté. Et quand ça ne suffisait pas, on menaçait. Alors, tous les mois, les préfets locaux convoquaient l'ensemble des chefs de service de leur ressort et vous aviez la distribution du bonnet d'âne. Qui a les meilleurs chiffres, qui a les plus mauvais. Je peux vous assurer que dans cette configuration, vous serrez les fesses et vous essayez d'être le dernier de la classe qu'on ne voit pas surtout. Donc ils avaient une peur panique de ça tous. Parce que non seulement vous aviez la honte face aux petits camarades, je passe des chefs de service, mais en plus vous n'aviez pas la prime. Donc c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et des primes qui sont parfois aujourd'hui même pas payées. C'est-à-dire je ne parle pas des mêmes, cher ami. Là je parle des primes uniquement dévolues aux chefs de service. Pas le peuple. Le peuple, oui, qui lui peut... Oui, boss, lui. Ouais. Il a droit aux miettes. À 16 heures. Voilà, lui a droit aux miettes. Il est encore bien content. Prime d'ailleurs qu'un certain Claude Guéant, quand il était préfet de police, mettait régulièrement dans sa poche. Quand il était préfet de police à Paris. Il a été mis en cause pour ça. Malheureusement, pour l'institution, ça n'est pas illégal. Je vais vous expliquer. Allez-y. À la préfecture de police, il y avait une cagnotte de 10 000 € en espèces. Cette cagnotte servait à récompenser des effectifs qui avaient bien travaillé. C'était une petite prime exceptionnelle, un dessous de table qu'on donnait comme ça. Je ne parle pas de millions. Les 10 000 €, c'était pour toute la plaque parisienne. Donc ça représentait 50 balles par-ci, 50 balles par-là. Toujours mieux qu'un coup de pied aux fesses. Puis vous receviez ça avec une sorte d'apparat dans les salons d'honneur de la préfecture. Il y avait des petits fours et Madame la préfète et vous donnez vous remettez religieusement l'enveloppe. Donc il y avait un petit service rendu. Enfin, une petite reconnaissance, vraiment minime. On n'est pas dans des... Et c'était symbolique. Voilà. Lui, il a dit, je ne suis pas assez payé pour ce que je fais. On parle de quelqu'un qui est préfet de police, qui touche déjà des émoluments considérables,
qui a 0 frais personnels. Il est à combien, le préfet? Plus de 10 000, il est dans les 10 000 euros. Okay. Il a quand même chauffeur, voiture, logement de fonction. Et quand je parle de logement de fonction, je vous parle des logements des salons d'honneur de la préfecture. Tout ça aux frais de la princesse. Je ne parle pas d'un studio 30 mètres carrés. Hein. Ouais, bien sûr. Et il estime que par rapport au volume horaire qu'il produit, il n'est pas assez payé. Et sans pudeur, il mettait les 10 000 balles par mois de côté. Claude Guerbe. L'homme qu'on surnommait dans l'institution le cardinal, par sa probité, parce qu'on pensait qu'il était... Oui, bien sûr. Parce qu'il a une apparence très... En face de Richelieu, forcément. Il était plutôt Mazarin. Hein. Oui. Il aimait bien tout ce qui brille. Non, mais voilà. Donc, on a ce genre de personnages qui se servent et qui se servent de l'institution, des hommes et des femmes qui, eux, bossent, mais vraiment comme des chiens sur le terrain pour rendre service aux autres. Cela souffre aujourd'hui de l'image que ces hommes politiques leur ont fait supporter. Ce que vous me décrivez là, c'est les pires ennemis pour la police, pour un policier. Pour la France, pas pour la police. Parce que pour la France. On parle de partis d'opposition comme LFI, qui serait un parti anti-police, avec des propositions. Il y aura une émission. Il y aura un bon pain à manger. Mais on pourra parler du programme qui est un autre sujet. Mais là, ce sont ceux qui se sont revendiqués les meilleurs leaders et meilleurs représentants de la police et meilleurs soutiens, qui sont les plus corrompus, mais surtout qui sont les pires adversaires. Et qui ont affaibli considérablement l'institution police et qui essaient de continuer. La réforme de Darmanin sur l'explosion du système judiciaire est une réforme catastrophique. La départementalisation des services de police, c'est une inconséquence totale. Et toute l'institution de police et justice s'est soulevée face à ça. Eh bien, il a cassé l'appareil judiciaire. Il n'y a plus de services régionaux de police, il n'y a plus de compétences régionales, tout est départementalisé. Tout a été rassemblé. Voilà, donc vous créez un millefeuille administratif invraisemblable, plus personne ne sait à qui s'adresser, c'est l'armée mexicaine. C'est pas compliqué. Je résume ça, parce que c'est là aussi, c'est kafkaïen. Vous allez rallonger également aussi les délais de... Tout. Moi, quand je suis arrivé dans certains commissariats, le 16e arrondissement, pour ne pas le nommer, il y avait 13... Mais là, on parle d'autre chose. Là. Les stocks de dossiers non traités dans les commissariats et la départementalisation à la mode Darmanin, qui pour moi est un sabotage en règle, qui a été dénoncé par tout le monde. Par la police, les syndicats de police qui ont vite rabattu du caquet, parce que bon, eux, ils ne comptent pas. Hein. La magistrature qui a dit, vous êtes fous, il ne faut pas faire un truc comme ça. Enfin, tous ceux qui sont un peu sensés dans ce pays ont dénoncé cette réforme. Ça ne l'a pas gêné pour la mettre en œuvre. Parce qu'il sait très bien que le judiciaire ne s'en remettra pas. Tout ça, c'est voulu. L'idée, l'objectif, c'est quoi ? D'éviter des procès, d'éviter des enquêtes à long terme. Balkany, il a fallu 30 ans pour prouver sa culpabilité. Accessoirement, modifier les chiffres. Si nécessaire, mais là, bon, ça me compte même plus. Pour vous donner une idée, quand je suis arrivé sur le 16e arrondissement, il y a une dizaine d'années, il y avait 13 000 dossiers en souffrance qui n'étaient pas traités. Parce qu'il y en avait trop. Parce que c'était un puissant fond. C'est un raz-de-marée permanent. C'est qu'il y a un déficit de moyens humains. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de philosophie sécuritaire. C'est-à-dire que dans un temps, on dit en même temps, plutôt très macronien, il faut judiciariser la vie quotidienne. On dit aux gens, déposez plainte, vous verrez. La police maintenant est efficace, vous allez voir. Et c'est très électoral ça. Hein. Vous allez voir, j'ai donné des ordres. Tous vos petits soucis seront pris en compte par la police. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme au peuple élu à travers le Sinaï, ils sont tous allés au commissariat. Et vous avez des tombereaux de plaintes qui se sont accumulés dans les commissariats, soit directement, soit via les parquets. Des plaintes, mais pour n'importe quoi. Moi, j'ai vu des plaintes parce qu'il y avait trop de publicité dans la boîte aux lettres. J'ai vu, hein, c'est pas... Quand je vous parle, là, c'est pas des expériences d'autres. Je vous parle des miennes. Vous voyez de tout. Et tout ça est transmis par le parquet au commissariat en disant allez, faites-moi une enquête. Donc, on arrive à des chiffres absolument... C'est voulu, alors que... La thrombose du système, elle est voulue, oui. Elle est voulue. Des services qui sont sous thrombose sont des services qui n'ont plus aucune initiative. Bon, j'ai connu des commissariats, et donc 40 ans de ça, un peu plus même maintenant, tous avaient des groupes d'initiative. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et qui dit initiative dit enquête. Bien sûr. Et qui dit enquête dit que des fois, vous soulevez du tapis, sous le tapis. Ah, oh là, tiens, il y a ça, là, qu'est-ce que c'est là. Non, vous n'avez pas le temps. Je me souviens d'un jeune commissaire, j'étais à nuit, il dit alors, l'initiative, il n'y en a pas. J'ai dit oui, ça, là. Il y avait un tas de dossiers comme ça. J'ai dit ça, qui c'est qui va le traiter si je suis dehors à faire des enquêtes ? Parce que vous me demandez des comptes là-dessus. Parce qu'on vous demande des comptes. Ah, vous n'avez pas sorti de tant de dossiers.
Donc c'est machiavélique. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment, justement, il y aurait besoin de plus de moyens humains Bien sûr. pour recruter Plus de rationalité. Il faut plus de rationalité. Il faut des gens beaucoup mieux formés. Aujourd'hui, le judiciaire fait tellement peur que des gardiens de la paix font exprès de rater l'examen d'OPJ. Donc, on est dans un système qui est en train de s'effondrer. Là, il y a un vrai cri d'alerte qu'il faut poser. Et là, vous évoquiez les filles. Je rebondis sur la question. Le seul interlocuteur intelligent que j'ai eu à croiser, c'est le monsieur sécurité des filles. Bon, non, m'échappe. C'est pas Bompard, c'est pas... Non, pas du tout, non. Oh mince. Ils ont une personnalité spécialisée dans les affaires judiciaires parce qu'il a justement travaillé au ministère de l'Intérieur. Mais c'est le seul, le nom va me revenir, hein, Ouais. c'est le seul avec qui je me suis entretenu. Justement, je vais demander une audience auprès de lui, puisque justement, on nous présentait les filles comme l'ennemi, Et le grand méchant. le grand méchant loup anti-sécurité. Je lui avais demandé une audience, j'avais été avec une collaboratrice, une collègue, on a discuté à bâton rompu, et c'est le seul qui a fait des propositions intéressantes lors de la commission d'enquête parlementaire sur justement la réforme judiciaire. C'est le seul qui a dit, temps mort, ce que vous faites, c'est une aberration. Tous les autres sont tellement, les autres partis, notamment LR, sont tellement gangrénés par ce genre de personnage qu'il n'y a rien à en attendre. Oui, ce sont des propositions qui vont rajouter... Oui, mais qui n'ont pas de sens. Moi, je me souviens d'avoir croisé Nadine Morano lors d'un plateau télé. Elle me dit, ah, mais vous devriez en parler à quelqu'un de chez nous. Je dis, mais je ne vais pas perdre 30 secondes de mon temps avec quelqu'un de chez vous, alors que ça vient de chez vous, justement, toutes ces trahisons. Toutes ces trahisons, ça vient de là. Tous les cadres qui sont allés à la gamelle pas chez LFI, mais chez LR, en vendant leur âme au diable. Par démagogie, parce que ça rapportait quoi ? Des places d'élus dans certains secteurs, pour certains syndicalistes très complaisants, une nomination au Conseil économique et social, l'autre parachuté sur une mairie du 93 où il était sûr en tant qu'UMP à l'époque d'être élu, des carriéristes, des bouffe-gamelles. Des bouffe-gamelles. Et qu'en est-il de la critique, et je vais revenir du coup à notre sujet, Ça m'embête de ne pas me souvenir du nom. C'est le procès de Nicolas Sarkozy, sa condamnation. Qu'en est-il des critiques sur l'instrumentalisation de la justice, le fait que la justice soit marquée idéologiquement, qu'elle soit orientée? Je prends l'exemple justement du syndicat de la magistrature avec le fameux mur des cons, que certaines condamnations iraient dans une direction politique plutôt qu'une autre et qu'il n'y aurait plus d'impartialité. Vous en pensez quoi? S'il y a des gens démagogues, j'ai envie de dire que c'est lié à la nature humaine et il y en aura toujours. Après, par contre, que ça influe sur l'orientation des peines, ça, ce serait scandaleux. Après, dire que la présidente qui, justement, précisément, a condamné Sarkozy fait preuve de militantisme politique, ça a été dit aussi lorsque Marine Le Pen a été condamnée, ça a gêné beaucoup moins de monde. Donc, moi, je veux bien, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la réforme Darmanin. Critiquer une réforme ne fait pas de vous quelqu'un qui renonce à la probité de l'exercice de votre fonction. On ne peut pas ne pas critiquer ce que Sarkozy et Darmanin et Retailleau ou d'autres ont fait de la justice. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas professionnel. Donc dire « Ah, elle m'a condamné parce que c'est une militante contre ma réforme », j'ai presque envie de dire c'est l'inverse, c'est quelqu'un de bon sens, quelqu'un qui est honnête. Ça change. C'est peut-être ça qui doit changer Nicolas Sarkozy. C'est que parfois dans sa vie, il peut croiser des gens honnêtes. Ça arrive. Intègre, voilà. Ça existe encore. Et parce que critiquer un ministre quand on est magistrat, croyez-moi, c'est pas la majorité du genre. Mais déjà, ça peut vous coûter votre place. Oui, en tout cas, une absence d'avancement, même être passé devant un conseil de discipline, oui, si vous exprimez une opinion politique. Ouais. Ça, c'est de la mauvaise foi pure. C'est du charlatanisme. C'est pour les médias. On va devant les caméras, j'irai en prison la tête haute. Oui, et alors ça impressionne qui? Enfin, pas moi en tout cas. Hein. Prestation de spectacle. Oui, alors Hanouna a même dit qu'il avait été manger le soir même avec Carla dans un restaurant. Et puis il s'est rendu au Parc des Princes aussi. Voilà, et que les gens, quand il est sorti du restaurant, s'étaient levés pour l'applaudir. Alors Cyril, si tu nous écoutes, tu peux me dire où il est ce restaurant? Parce que je vois que 2 endroits possibles, moi. C'est ou Neuilly, un peu chez moi, ou dans le 16e, où il habite. Mais ailleurs, je ne crois pas que Nicolas Sarkozy soit allé gentiment, tout seul, avec madame et la petite, manger dans un restaurant. C'est pas ça, c'est pour se faire applaudir. C'est une légende, ça. Pour se faire applaudir. Ouais, rien que ça.
Non, mais tout est C'est un peu bidonné. théâtre. Tout est théâtre. Tout ça, c'est des théâtre. gonflés. Est-ce que finalement, cet événement, c'est un petit peu la bulle, on parlait de crise financière, c'est un peu la bulle politico-médiatico, tout ce pouvoir, en fait, c'est cette bulle qui est en train d'exploser, en fait. Moi, je pense qu'on a un grand besoin là maintenant. Ces pouvoirs qui s'auto-alimentent. Ouais, il y a urgence à changer. Il y a urgence à réformer tout ça, pas simplement faire des réformettes, chandelles. Non, il faut réformer en profondeur. Il faut réformer le contrôle sur les élus. Il faut arrêter, il faut sortir de cette bulle je dirais, de protection même du président. Le fait qu'il y ait une impunité totale Bien sûr, sur ce qu'il président ne fait. peut pas être. Voilà, il ne peut pas être inquiété. Moi, je suis désolé si on est dans le droit commun, je ne vois pas pourquoi. Alors qu'il y a une protection politique, ça c'est naturel, c'est légitime, pour la stabilité du pouvoir. Mais si on tombe dans le droit commun, non. Il faut arrêter que tous les députés, il faut demander, quand on veut mettre en cause un député pour une infraction, un délit ou un crime, il faut demander sa levée d'immunité. Ok, mais enfin, si on est dans le droit commun, là je parle de ceux qui achètent de la cam à des mineurs, par exemple, ou qui essaient de droguer des assistantes sans en abuser. Non, je suis désolé. Et puis, il faut avoir de vrais outils de contrôle. Il n'y en a pas. Cette parodie de justice qu'on exerce avec la Cour de justice de la République, elle doit être supprimée du jour au lendemain. Il faut arrêter ça. Il faut revoir la nomination du Conseil constitutionnel. Arrêter que ce soit la Cour des copains. Ça, c'est des anciens présidents. C'est plus tenable, ça. C'est plus tenable. Il faut que les juridictions qui ont en charge le contrôle du fonctionnement de l'État retrouvent de la crédibilité. Ça inclut le Conseil d'État. Ça inclut toutes ces organisations qui, aujourd'hui, ne jouent plus leur rôle. Il n'y a pas d'outil de contrôle. D'où la défiance de la citoyenneté vis-à-vis de ces élus, qui n'a plus confiance. Il faut revenir sur le mode d'élection des députés. Il faut imposer le mandat à un tour et surtout imposer le mandat impératif. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est engagé sur la base d'un programme, qui est élu, enfin je veux dire, il n'a pas gagné au loto, le mec. Il n'a pas gagné le 110 mètres haies. Il est élu, il a une obligation de représenter les gens qui l'ont élu. Des devoirs supplémentaires. Exactement. Si, camarade, tu ne remplis pas cette fonction, tu dois disparaître. Et il faut que les élus qui t'ont élu aient la possibilité de révoquer ton mandat. Ça doit être une réforme, mais fondamentale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je viens d'apprendre, c'était hier, je crois, que 2 députés macronistes sont passés chez les socialistes. Mais c'est une pantalonnade. Il faut les mettre en obligation de démissionner, ces gens-là. Vous avez été élus dans le cadre d'un programme ou du moins d'une philosophie politique. Dès lors que vous changez de cap, si vous êtes un tant soit peu honnête, vous quittez votre mandat. Vous retournez devant les électeurs, vous dites, voilà les gars, en fait, je me suis planté. Le macronisme Renaissance, c'est une escroquerie. Je trouve que les socialistes, c'est le meilleur parti pour représenter vos intérêts. Je me représente devant vous, cette fois avec cette étiquette de socialiste. Mais pas en cours de mandat, hop là, je change de chaise, je vais de l'autre côté. Mais c'est quoi ça? C'est une trahison totale. Il y a un sujet qui, à droite, bien sûr, faut beaucoup d'exciter, il dirait, mais qui est un sujet qu'il faut traiter. C'est une vraie question, effectivement. C'est l'immigration. Et il y a un lien avec Nicolas Sarkozy et son mandat, c'est bien sûr la Libye. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Alors, évidemment, il y en a toujours d'hypocrisie, même de schizophrénie à droite, de constamment montrer du doigt le problème d'immigration, contrôle d'immigration, quand le dernier président de droite, à savoir Nicolas Sarkozy, a été l'artisan de la catastrophe libyenne. Parce qu'avec du recul, c'est un pays qui est totalement ingérable, c'est un trou noir. C'est un chaos total, voilà, il n'y a plus d'État. Qui est devenu une autoroute pour tous les trafics. Et notamment aussi trafic humain, tout à fait. C'est pas perdu pour tout le monde, hein, parce que les Turcs et les Russes se sont installés sur place. La nature a horreur du vide, et à partir du moment où la France, qui avait de grandes ambitions, il y en avait déjà qui faisaient des plans sur la comète pour installer des Rivieras, mettre un gouvernement fort, parce qu'ils ne connaissent rien. Ils connaissent rien à la géopolitique. La Libye, c'est un État artificiel. Nous, on voit ça avec nos yeux d'occidentaux. On se dit, la Libye, c'est un pays comme les autres. Non. Et Kadhafi le savait, puisqu'il était issu d'une des tribus qui était une des plus, je dirais, représentatives. Mais il savait très bien qu'il était à la tête d'un kaléidoscope de nations et de populations. Et lui avait imposé, je dirais, l'ordre par une main de fer, parce que c'est un dictateur.
Mais gérer ce pays avec la naïveté... Il avait aussi, je me permets de vous interrompre, il avait aussi compris que du coup l'unité de ce pays ne pouvait aussi fonctionner que par des traités et des alliances Absolument. qu'il avait lui-même installées entre différentes tribus. Il avait permis Tout à fait. Que ça justement plaise ou pas d'installer entendre, il avait créé une harmonie dans la gestion de son stabilité. État et une stabilité. Effectivement. Il avait fait un pays assez riche, bien doté et stable. Mais il avait surtout contre lui l'ambition d'exporter son système dans bien d'autres pays, ce qui gênait quelque part notre système à nous de France-Afrique. Et à partir de là, vous devenez très dangereux. Donc il n'y a peut-être pas que le financement, si vous voulez, qui a justifié son élimination. Il y a peut-être aussi l'idée que ça pouvait être un leader de l'Afrique dont personne ne voulait. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas trop évoqué, parce que voilà, on est un peu gêné aux entournures, mais Question du dinar or. déjà, du dinar or, faire sauter je dirais les talons valeurs européens et instaurer un système beaucoup plus indépendant, une rationalité dans l'exploitation des richesses et dans une indépendance véritable de ces nations. On imagine à quel point cet homme-là pouvait être dangereux. Vous rajoutez à ça le fait que les Sarkozy, les Chirac, les Mitterrand, et bien sûr ceux qui ont suivi les Hollande et les Macron, sont des européistes militants qui voulaient une absence de frontières totale pour les hommes non seulement, mais surtout pour la finance. Mais le problème, c'est que ça va de pair. Enfin, je veux dire, si vous avez une circulation libre, et c'est bien avantageux, il faut le reconnaître, d'aller dans toute l'Europe avec une seule monnaie, c'est pratique, c'est sympa. Par contre, si vous cassez les frontières, là, on est confronté à un autre débat, à un autre problème. Parce que ce qui nous vient d'Afrique, ce n'est pas simplement des bons samaritains. Ce ne sont pas que des gens qui viennent pour bosser, pour s'intégrer. Vous avez aussi, je dirais, des cas sociaux. Vous avez aussi des frappadingues. On le voit bien dans les affaires, dans les faits divers qu'on constate. Viol, meurtre, en tout genre. Le Tunisien qui avait tué 3 paroissiens à Nice. Ouais. Celui qui tue qui viole et qui tue Philippines, il nous vient du Maroc. On a les mineurs isolés qui sont complètement immaîtrisables. Donc il y a un aspect très négatif de l'immigration. On sait qu'il y a un aspect positif économiquement parlant. Ça, tout le monde le sait. Ouais. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Et on sait aussi que l'immigration clandestine nourrit ce système parce que ça fait de la main-d'œuvre à très bon marché. Donc il ne faut pas être hypocrite avec les gens. Et nous avons, en matière d'immigration, le même profil de politique qu'en matière de stupéfiants. C'est qu'on fait semblant de s'attaquer à l'immigration. On ne peut faire que semblant. Pourquoi ? Parce que de toute façon, l'Europe est devenue c'est une passoire totale et qu'on n'a pas assez d'accords de confiance avec les pays exportateurs de main-d'œuvre, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, pour renvoyer les délinquants. Et surtout que les interlocuteurs qu'on aurait pu avoir pour maîtriser ces flux-là, on les a tués. Ou on les a tués, ou on a des rapports diplomatiques complètement exécrables. Mais c'est logique quand vous nommez des incompétents à des postes sensibles. C'est logique. Est-ce que c'est normal que Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, ne soit pas en capacité de donner une nouvelle des Français pris en otage à l'étranger ? On a 2 prisonniers en Iran, on a 2 prisonniers en Algérie, et j'en oublie très certainement. On n'a pas de nouvelles. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ministre des Affaires étrangères. Parce que Macron a décidé à un moment donné de virer les professionnels et d'avoir des amateurs, comme il le dit. On a eu ces journées juste avant. Voilà, alors ces journées, c'est le Castaner du ministère de l'Intérieur. Ouais, il fallait suivre les discours, hein, c'était pas... Ah non, mais là, grotesque. Si c'était que grotesque, ce serait pas bien grave. Mais ça met en danger la vie des ressortissants français à l'étranger, parce que ça nous décrédibilise totalement et qu'on n'a plus d'interlocuteurs. Ça empêche toute solution. D'ailleurs, c'est Nicolas Sarkozy qui s'était vanté de la libération des otages, des prisonniers en Libye. Oui, tout à fait. Ouais, mais ça, c'était la plume sur le chapeau. Hein. Tu me finances, tu libères, et puis moi, je te reçois après tranquillement. C'est donnant. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations étaient déjà très bien avancées avant lui. Par contre, beaucoup plus discret, M. Sarkozy, sur le phénomène Mohamed Merah. Parce que quand Mohamed Merah fait ses assassinats horribles, faut imaginer, tuer des enfants dans une école. Ouais. Mais ça n'a pas de nom, quoi. Ça n'a pas de nom. Et dire, ça n'est qu'un phénomène épisodique, ponctuel, alors que l'on sait, ça n'a pas dû l'air de trop l'intéresser, les services de renseignement savaient que beaucoup de Français, de franco-musulmans, étaient partis au Yémen et dans d'autres pays où étaient formés des futurs djihadistes, faire croire que c'était qu'un épiphénomène, là aussi on peut parler de trahison. Là aussi, mais il n'est pas le seul, entre nous se dit. Il n'est pas le seul. Beaucoup de politiciens ont voulu fermer les yeux sur un phénomène qui allait nous revenir en pleine figure.
Monsieur Jean-Pierre Colombiès, on va arriver à la fin de notre entretien. Nicolas Sarkozy doit aller en prison, il doit y rester pour vous? Bien sûr. Pour moi, la question ne se pose pas. Mais pas que lui. Si vous me permettez cette petite digression. Il y a ses complices aussi. Je pense à tous ceux qui ont eu connaissance du dispositif non seulement de récupération de l'argent, mais d'écoulement de l'argent. Parce que quand vous avez des billets qui arrivent, que vous donnez des petites mains pour aller coller des affiches, distribuer des flyers, ça tombe pas du ciel tout ça. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de gens qui sont gênés aujourd'hui par cette affaire et par cette condamnation. Oui, puis il y avait un proche de Nicolas Sarkozy qui disait qu'il y avait un coffre, mais qui était uniquement dédié au discours de Nicolas Sarkozy. C'est évident. Donc, les discours qui sont publics, je le rappelle. effectivement. C'est la nature même de une plateforme en plus. Alors acheter un coffre-fort pour des discours publics, faut oser. Allez, premier conseil de lecture de la saison là, avec Jean-Pierre Colombiès. On y va, il nous en avait suggéré un petit peu. Plusieurs, oui. Un seul ou plusieurs parce que... Alors, j'ai peur qu'on digresse. C'est léger, c'est léger. Allez, mais on en aura d'autres. Oui, le plus naturel qui vient déjà à l'esprit sur la manipulation des consciences et de la masse, c'est La ferme des animaux d'Orwell, précédé ou accompagné de 1984. On sous-estime La ferme des animaux, de mon point de vue. On ne parle que de 1984. La ferme des animaux, pour moi, est plus importante. Le troupeau de Jean Giono, qui est un incontournable quand on veut conduire, on aurait pu en parler, mais c'est un autre sujet, les gens vers la guerre. Et on voit aujourd'hui, ça c'est un sujet que je vous suggère, c'est justement la manipulation des masses pour aller vers la guerre. Créer une fausse union nationale pour aller se casser la gueule avec des gens qui vous ont rien fait. Bien sûr. Et qu'on a déjà vécu par l'histoire. Mais absolument. Bien malheureux celui qui ne connaît pas son histoire. Et l'intéressance de s'intéresser à notre histoire et même la plus récente, puisqu'on ne fait que la revivre. Karl Marx, qui ne connaît pas son histoire, est condamné à la revivre. Jean-Pierre Colombiès, merci infiniment. À vous. Et à très bientôt. Je laisse en nouvel épisode. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette nouvelle émission du long format avec Jean-Pierre Colombiès. N'hésitez pas, et c'est l'avantage de YouTube, des réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, des remarques, quelles qu'elles soient, surtout des questions que nous reprendrons ensuite pour de nouveaux épisodes, pour soumettre à nos invités, des suggestions aussi de sujets, de thématiques qui vous intéressent, que nous pouvons creuser ici chez nous, dans ce merveilleux studio du long format. Il me reste à remercier l'équipe de production Bobo Prod et aussi Manu à la réalisation. Salut Manu, j'oublie toujours de te remercier et là je te remercie. Merci infiniment. Abonnez-vous aussi aux autres plateformes TikTok. On est présent sur TikTok et sur Instagram pour le moment. Je vais aussi diffuser quand je serai en direct avec mes invités sur ces plateformes. Je vais faire une petite vidéo simplement pour vous annoncer que je suis avec tel ou tel invité, de sorte que vous le sachiez en avance et que vous puissiez poser vos questions. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.